Très bien. Très bien. Marine, je te laisse Oui, attaquer. c'est moi. Donc, bonjour à tous. Déjà, un grand merci d'avoir rejoint ce webinaire qui, nous l'espérons, vous sera utile et répondra à vos questions sur la propriété intellectuelle et vous apprendra plein de choses que vous ne savez donc pas déjà. Donc, je m'appelle Marine Baudy. Je suis originaire de la région puisque je suis née dans le Gers et j'ai fait mes études à Toulouse. Puis ensuite, je suis partie 6 ans à Londres où je travaille toujours pour le cabinet Bromet Johnson. Donc, c'est un cabinet de propriété industrielle britannique de petite structure, puisqu'on est juste 10 personnes qui travaillent pour le cabinet. Mais par contre, il est historique, hein. Il a été fondé il y a 175 ans, donc en 1846 et 1850. Donc voilà, petit, mais historique. Et donc, dû au Brexit, qui a été une bonne chose pour moi, puisque j'ai dû revenir en France, proche de mes racines à Toulouse, pour ouvrir le cabinet Bromet Johnson Europe, qui est donc du coup la petite sœur de Bromet Johnson. Et donc, je suis accompagnée de Caroline qui nous a rejoint en fin d'année dernière pour créer cette structure. D'un point de vue, comment dire, de mon profil, je suis scientifique. J'ai eu un master biochimie biotechnologie car je voulais me diriger vers les brevets. Et pour écrire un brevet, il faut d'abord comprendre les inventions techniques. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous avons des conseils en brevet, un profil scientifique. Puis ensuite, toutes mes années passées au Royaume-Uni a fait que je me suis qualifiée conseil en marque et dessin et modèle britannique qui nous aide depuis le 1er janvier comment dire, qui apporte une valeur ajoutée au cabinet Bromet Johnson Europe, puisque depuis le 1er janvier et depuis le Brexit, nous devons déposer des marques au Royaume-Uni et je vous expliquerai plus en détail dans les prochaines slides que, comment le Brexit affecte vos droits. Je laisse la parole à Caroline. Oui, merci Marine. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Caroline Mingan. J'ai rejoint effectivement le cabinet Bromet Johnson Europe en fin d'année dernière, donc avec Marine, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler aujourd'hui. J'ai moi-même un profil juridique pur, je dirais, entre guillemets, et vraiment pas du tout scientifique. J'ai une maîtrise en droit privé, donc parler de maîtrise, déjà, ça renvoie un peu en arrière, parce que ça n'existe plus, évidemment. Une maîtrise en droit privé général et ensuite diplômée du CEPI, donc qui est la formation spécifique à la propriété industrielle. Mon expérience s'est déroulée à peu près ainsi pour l'essentiel, un peu plus de 10 ans passés à l'INPI, donc qui est l'Office français de propriété industrielle, donc une grande partie à Paris et puis ensuite 2 ans à Toulouse, à la délégation toulousaine, et ensuite à peu près autant d'années, donc à peu près 10 ans, dans un cabinet toulousain de propriété industrielle, avant de rejoindre donc Bromet Johnson Europe et Marine en fin d'année dernière. Je suis personne qualifiée en propriété industrielle, mention marque et dessin de modèle, donc conseil en propriété industrielle français et mandataire européen auprès de l'Office de l'Union européenne qui s'occupe des marques et des dessins et modèles. Donc ça, c'est pour la partie propriété industrielle pure, et en qualité de juriste, je suis aussi en charge des contrats et toutes les questions liées aux aspects juridiques de la propriété industrielle. Donc contrat, que ce soit contrat de licence d'exploitation en matière de marque, de modèle ou de brevet, de contrat logiciel, d'accord de confidentialité, enfin, etc. Tout ce qu'on peut imaginer autour de la propriété industrielle. Donc voilà pour le profil. On va peut-être attaquer la présentation. Ah, ça va bien fonctionner. Hop. Voilà, donc on souhaitait aujourd'hui faire un petit point sur la propriété intellectuelle et industrielle. J'en reviendrai un petit peu sur ces deux appellations tout à l'heure.
L'idée, alors on a essayé d'être, c'est un peu académique la présentation, mais l'idée c'était pas tant de faire un cours que de transmettre un certain nombre de réflexes liés à la propriété intellectuelle. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette présentation, c'est que vous repartiez avec, encore une fois, des bons réflexes et des bonnes pratiques, parce que cette question de propriété intellectuelle est déterminante pour les entreprises. On le voit encore plus aujourd'hui dans ce contexte difficile économiquement pour tout le monde. Les entreprises qui... alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des études ont été faites et les entreprises qui s'en sortent le mieux ces derniers temps sont celles qui ont su en fait utiliser la propriété intellectuelle pour valoriser leur entreprise. La propriété intellectuelle, alors j'ai quelques exemples ici, je vais y arriver, pardon. Excusez-moi, j'ai un bandeau qui me gêne là. Je ne vois même plus ma présentation, mais ce n'est pas grave, il va repartir. Voilà, on a fait cette petite planche là pour montrer qu'avec un objet tout simple et bien connu, un peu notre Madeleine de Proust à tous, je crois, qu'il était possible en fait de valoriser un travail qui a été fait de création d'un produit par la propriété intellectuelle et de manière très large, parce que là, on a un vrai portefeuille de propriété industrielle qui tourne autour de ce petit personnage, de ce petit jouet. À titre d'exemple, on a un brevet en haut, donc avec les dessins, et puis la première page du brevet d'invention qui porte sur ce petit bonhomme. Alors évidemment, le brevet est très ancien, hein, on voit le 73 dans le numéro, c'est que ça remonte voilà, à quelques années. On a en dessous des représentations de dessins et modèles qui ont été déposés et enregistrés. C'est deux représentations, il y en a des centaines hein, dans les bases de données. On a quelques marques à droite là, la marque verbale, Playmobil, la marque figurative qui est ce petit visage très souriant qui nous évoque tous quelque chose, et puis une autre marque figurative qui est la représentation du bonhomme sous différents angles à droite. Donc on voit bien avec un jouet, un produit qui a été créé et qui a nécessité des investissements extrêmement importants de la part de l'entreprise, comment eh bien, la propriété industrielle peut intervenir par ses dépôts et ses protections pour pouvoir valoriser en fait, ces investissements qui ont été réalisés et ensuite s'intégrer dans le patrimoine de l'entreprise. En effet, la propriété industrielle, en fait, l'intérêt, c'est que toutes les créations intellectuelles, quel que soit le type, que ce soit technique, que ce soit esthétique, ornemental, ou que ce soit, comme pour les marques, des signes distinctifs, sont susceptibles de faire l'objet d'un droit de propriété, d'un droit de propriété en l'occurrence industriel, tout comme un bien matériel. Donc pour l'entreprise, c'est important parce que comme elle dispose de voitures, d'immobilier, d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un certain nombre je sais pas, d'outillage, de machines, etc., eh bien, toutes les créations intellectuelles vont elles aussi pouvoir constituer des propriétés et donc rentrer dans l'actif de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que ça va valoriser l'entreprise autant que son fonds de commerce ou ses matériaux. Et donc pouvoir, encore une fois, valoriser et s'intégrer pleinement à l'actif de l'entreprise. Il ne faut pas perdre de vue que quand on parle de propriété intellectuelle ou industrielle, on parle bien de quelque chose de concret. Ce qui est protégeable, c'est quelque chose de matériel, une concrétisation, une matérialisation d'une idée ou d'un concept, mais pas l'idée ou le concept en lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. C'est souvent la question qui est posée. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai eu une idée, qu'est-ce que je peux faire? Mais avec une idée, alors il faut continuer à fouiller, c'est pas dit qu'on ne va pas pouvoir faire quelque chose, mais cette idée en elle-même, elle n'est pas appropriable. Elle n'est pas protégeable au sens juridique du terme. Donc, il va falloir aller un peu plus loin et matérialiser cette idée ou ce concept pour pouvoir
avoir recours à la propriété industrielle et pour pouvoir valoriser les résultats de cette idée ou de ce concept. C'est quelque chose d'important à retenir. Et c'est d'autant plus important que excusez-moi, je ne vais pas le faire dans l'ordre, je vais revenir là, je reviendrai après. C'est que le principe de la propriété industrielle, c'est généralement d'aller procéder à un dépôt pour constituer cette protection. Or, il faut savoir que dans les conditions de validité de tous les dépôts de titres de propriété industrielle, il y a systématiquement une question de nouveauté. Ce qui veut dire que la moindre divulgation avant toute recherche de protection va détruire cette possibilité ultérieure de protection. Donc, c'est important de garder ça en tête, même au stade de l'idée, même si cette idée ou ce concept n'est pas encore protégeable, dès ce stade-là, et encore plus après quand on va la concrétiser, il va falloir faire en sorte de garder la confidentialité sur cette idée, sur ce concept, et sur ensuite les concrétisations qui vont en découler. La divulgation, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la valorisation des créations intellectuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant toute divulgation à qui que ce soit, il faut organiser la confidentialité au sein de l'entreprise. Pour pouvoir ensuite prendre le temps de se poser la question, évidemment accompagné par un spécialiste, se poser la question de savoir ce qu'on va pouvoir protéger, si on va pouvoir le protéger et de quelle manière. Ça, c'est extrêmement important, encore une fois, pour éviter de tout détruire ensuite. La solution, ce sera peut-être de ne pas protéger et de divulguer, peut-être. Mais en tout cas, il faut se poser la question très en amont. Et pour cela, il faut s'assurer que la confidentialité est respectée. Donc, je le disais, il faut l'organiser au sein de l'entreprise. Ça veut dire mettre des clauses de confidentialité dans les contrats de travail. Ça, c'est quelque chose, par exemple, d'essentiel. Signer des accords de confidentialité avec différents partenaires auxquels on pourrait être obligé de parler de ces projets avant toute décision, évidemment. Ça, on en est tout à fait conscient. Il peut y avoir, ne serait-ce que des partenaires financiers. Pour les convaincre de pouvoir investir, il va falloir qu'on leur explique un minimum de choses. Eh bien, on fait signer des accords de confidentialité. On fait signer des accords de confidentialité à l'entreprise à laquelle on va faire, par exemple, réaliser un prototype. On organise la confidentialité au sein de l'entreprise en faisant attention aux visiteurs qui viennent dans l'entreprise. On n'est pas forcément obligé de les faire passer par la salle des machines, je dirais, là où tout se passe, etc. Donc, c'est des réflexes à avoir. Et puis, deuxième réflexe, eh bien, on s'assure de moyens de preuve de ces projets. Du produit qu'on est en train de développer, des idées qu'on a eues, des créations, quelle que soit, encore une fois, leur nature. On s'assure de constituer des preuves en interne de cette création pour pouvoir en assurer ultérieurement la paternité et puis la date. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il est possible d'avoir recours à différents moyens. Ça, encore une fois, en collaboration avec le conseil en propriété industrielle, eh bien, on décide quelle est la meilleure option à suivre pour organiser cette datation et cette paternité. Donc, voilà un peu les réflexes dont je voulais parler. J'étais un peu longue, mais c'est vraiment, je dirais, la partie la plus importante finalement en amont et celle pour lesquelles il faut vraiment que si vous n'étiez pas sensibilisé à ça, que vous y soyez sensibilisé et que vous puissiez sensibiliser vos collaborateurs. Je reviens donc juste là pour rapidement vous présenter, puisque j'ai parlé des fois de propriété intellectuelle ou propriété industrielle, pour vous expliquer simplement un peu, sous forme d'organigramme, comment ça s'articule. La propriété intellectuelle, c'est vraiment la rubrique générale de cette branche du droit qui protège les créations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature. Et ensuite, sous la propriété intellectuelle, on a d'un côté la propriété industrielle, de l'autre côté la propriété littéraire artistique, qui en fait concrètement concerne les droits d'auteur. La propriété littéraire artistique, on en parlera, droit d'auteur en tout cas, on en touchera un mot en toute fin. Ce qui nous concerne plus usuellement, je dirais, c'est la propriété industrielle. Concrètement, la propriété industrielle,
ce qui différencie un peu les deux, c'est que le droit d'auteur, il existe, quoi que vous fassiez, il naît du seul fait de la création. Dès qu'il y a une création qui répond aux conditions du droit d'auteur, c'est-à-dire une création originale, une création de l'esprit original, eh bien, il y a droit d'auteur. Donc, si ce soir, moi, dans mon garage, je peins un tableau, ce sera probablement une croûte parce que je suis très, très nulle en peinture, mais dès que j'aurai peint ce tableau, je vais pouvoir bénéficier de droit d'auteur, même si cette croûte ne sort jamais de mon garage. La propriété industrielle, pour que le droit naisse, il faut qu'il y ait un dépôt, il faut qu'il y ait des formalités. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la différence majeure. Je peux inventer l'invention du siècle ce soir dans mon garage. Si je ne fais aucune démarche pour aller la protéger auprès d'un office de propriété industrielle, je n'aurai aucun droit, quasiment aucun droit dessus. Donc c'est quelque chose vraiment à retenir. Et la propriété industrielle donc, se subdivise en trois principaux, j'oublie les restes, les autres, trois principales protections. La protection des innovations techniques dont Marine va nous parler, la protection des créations ornementales, dont Marine va nous parler aussi, et ensuite la protection des signes distinctifs. Et ça, j'y reviendrai après. Donc voilà, Marine, je te laisse prendre la suite. Merci Caroline. Donc les brevets d'invention, je pense que c'est le droit de la propriété intellectuelle le plus complexe. Vous avez certainement entendu parler de brevets d'invention, mais en quoi, qu'est-ce qui protège? C'est ça le plus difficile à comprendre, c'est la protection d'un produit, d'un composé pharmaceutique, d'un procédé de fabrication. Et donc, c'est la protection des caractéristiques techniques d'un produit ou des étapes de procédé de fabrication. C'est une invention qui va apporter une solution technique à un problème technique. Donc, par exemple, vous avez inventé une nouvelle canne à pêche. Voilà, c'est un produit, il va falloir protéger cette nouvelle canne à pêche. Voilà, elle a une tige. Bon, c'est pas très nouveau par rapport à une canne à pêche standard, mais par contre, je sais pas, elle analyse le type de poisson qu'il y a dans le lac où vous pêchez. Voilà, on n'a jamais vu ça et donc ça peut être protégeable par un brevet. Attention, tout n'est pas protégeable par un brevet. On a mis une liste donc, qui sont dans la liste qui est dans le Code de la propriété intellectuelle. Ces inventions ne sont pas protégeables par un brevet. Et je voudrais particulièrement attirer votre attention sur les programmes d'ordinateur en tant que tels, qui en fait sont les logiciels. Alors les logiciels en tant que tels, juste le code, ne sont pas protégeables par un brevet, mais le sont par les droits d'auteur. Donc ça, c'est important pour de le savoir. Et donc, il va falloir en amont protéger ce code vraiment en datant le code et en sachant qui a également écrit le code, comme vous l'a expliqué Caroline. Mais pour les brevets, pour avoir un brevet sur un programme d'ordinateur, il faut qu'il ait un effet technique. Et donc, pour prendre un exemple d'une imprimante, une machine qui imprime des t-shirts avec un certain message. Si vous voulez protéger le logiciel qui dit à la machine d'imprimer tel message, voilà, vive les mariés, au VJF Caroline, voilà. Donc du coup, le logiciel va donner un ordre à la machine. C'est passé. Du coup, le logiciel va donner un ordre à la machine d'imprimer ces t-shirts. Donc là, vraiment, il y a un effet technique que le logiciel va avoir. Et donc là, c'est tout à fait protégeable par un brevet, évidemment, s'il respecte les conditions de brevetabilité. Tu peux passer? Ouais, merci beaucoup. Donc, les 3 conditions de brevetabilité pour obtenir un brevet pour votre invention, donc pour votre canne à pêche, il faut que votre canne à pêche soit nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Susceptible d'application industrielle, ben oui, vous allez fabriquer une centaine de cannes à pêche, c'est industriel, enfin, c'est un critère assez, qu'on satisfait à 99%. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de canne à pêche qui ressemble à la vôtre déjà sur le marché. Il ne faut pas qu'il y ait de brevets d'invention publiés qui relatent d'à peu près la même canne à pêche avec les caractéristiques exactement pareilles.
Il ne faut pas qu'il y ait d'articles scientifiques. Alors, pour une canne à pêche, ça ne doit pas être des publications scientifiques, mais par exemple pour un médicament. Il faut savoir aussi que tout document écrit et oral donc, peuvent détruire la nouveauté de votre canne à pêche, mais dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu une conférence sur la pêche aux États-Unis votre concurrent y a assisté, un concurrent français, il peut opposer votre brevet et dire attendez, moi j'ai assisté à une conférence et voici le compte rendu de la présentation et on a parlé d'exactement la même canne à pêche. Donc il faut faire attention, voilà, la divulgation par soi-même aussi, la divulgation de l'inventeur peut détruire même la nouveauté de sa propre invention. Donc, il faut qu'il y ait au moins une caractéristique différente par rapport à une canne à pêche que l'on connaît tous. Et le nerf de la guerre, c'est vraiment l'activité inventive. C'est là où le conseil en brevet passe des heures à argumenter avec à l'examinateur et à essayer de persuader l'examinateur de brevet que l'invention de son client est inventive. Donc, je suis désolée, je suis partie sur la canne à pêche, mais je vais continuer. Donc, par exemple, l'examinateur va révéler un brevet déjà publié. Ah oui, pardon. Donc, vous avez une canne à pêche et vous avez décidé de remplacer le moulinet par juste un boîtier avec un bouton qui rembobine le fil et donc, du coup, qui ramène le poisson beaucoup plus vite que de mouliner pendant plusieurs secondes. Donc, voilà, super génial. Je pense que mon produit est nouveau et inventif. Et puis là, vous recevez le rapport de recherche de l'examinateur de l'INPI ou d'un autre office qui vous montre un brevet sur une laisse de chien. Alors, rien à voir, mais elle a le même système, la laisse, le bouton, hop, ça rembobine la laisse rapidement et finalement, vous avez simplement pris ce système pour le mettre à la canne à pêche. Et là, c'est voilà, donc le rôle du conseil en brevet de dire que, attendez, le monde de canin et le monde de la pêche, c'est totalement différent. Ils ont des clients totalement différents. La pêche, c'est plutôt voilà, la campagne et tout ça. Les chiens, il y en a partout. Enfin, bon, voilà. Donc, je vais dans les détails, mais c'est pour vraiment vous expliquer que c'est vraiment une joute verbale. Enfin, verbal. Oui, verbal, puisqu'on peut avoir l'examinateur au téléphone, mais vraiment, c'est des heures de travail pour vraiment essayer d'avoir une protection pour notre client. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment un conseil en brevet qui vous représente pour faire valoir votre invention. Donc voilà, j'en ai fini pour les conditions de brevetabilité. Les formalités de dépôt, alors vraiment, on a une courte présentation aujourd'hui, mais évidemment, on peut parler des heures sur les formalités de dépôt. Donc, en tant que résident français, vous devez absolument déposer un brevet en France en premier lieu. Car si jamais vous avez une invention sur une arme militaire, par exemple, le gouvernement français va vouloir avoir un droit de regard sur votre brevet et va essayer de vous empêcher d'aller déposer un brevet en Russie ou en Chine pour des raisons que vous pensez connaître. Et donc, c'est pour satisfaire la défense nationale, il faut absolument que le résident français dépose premièrement en France, puis ensuite, il va déposer à l'étranger pour avoir une protection en Europe, aux États-Unis, au Japon. Donc voilà, il y a des formalités de dépôt, des frais officiels à payer et un brevet dure 20 ans, a une validité de 20 ans à partir de la date de dépôt en maintenant le brevet chaque année. Donc à chaque année, vous avez des annuités à payer et donc il ne faut absolument pas oublier de payer ces annuités si vous voulez avoir la protection entière jusqu'à 20 ans. Il faut faire attention au droit de priorité, qui est de 12 mois. Donc, dès que vous déposez un brevet en France, vous avez 12 mois pour déposer à l'étranger. Tout en, par exemple, si vous voulez déposer aux États-Unis, vous allez déposer votre brevet aux États-Unis, mais il va avoir la date de dépôt en France. Donc, on vous donne en fait un an de plus de protection aux États-Unis et vous aurez la priorité sur vos concurrents qui auront déposé dans l'intervalle. En fait. Donc ça, c'est très important. Et en général, pendant un an,
c'est là où vous voyez si votre produit comment dire, est une réussite sur les divers marchés. Vous pensez, voilà, ok, j'ai lancé en Europe, mais vraiment, j'aimerais essayer au Japon et aux États-Unis. Et donc là, il va falloir vous protéger au Japon et aux États-Unis. Donc en général, après un an, vous avez quand même une vue d'ensemble sur le succès de votre produit qui va vous aider à réfléchir sur les marchés potentiels. Alors, il y a plusieurs routes pour choisir où vous protéger par le brevet à l'étranger. Donc, il y a la voie nationale, alors, qui est plutôt recommandée quand vous avez qu'un ou deux pays de choix, donc la France et le Japon, par exemple. Puis la voie européenne, donc le brevet européen et la voie internationale par le PCT, c'est le Patent Cooperation Treaty, qui est en fait un système centralisé qui est moins coûteux que de passer dans chaque office de la propriété intellectuelle dans chaque pays. En général, on recommande à peu près, si vous avez 3 pays en tête, c'est plus, comment dire, c'est moins cher de passer par la voie internationale qui est le PCT. Mais ça, cette stratégie, il faut en parler au sein de l'entreprise avec la personne responsable du business développement de l'entreprise ou marketing et votre conseil en collaboration avec votre conseil en brevet qui va vous recommander les voies par lesquelles passer pour les plus pertinentes en fait et par rapport à votre budget. Voilà, donc c'est des décisions stratégiques à mettre en place. Caroline. Et là, pour finir avec les brevets, justement, on voulait vous mettre un exemple de brevet local, puisque c'est Abri Sud, c'est le brevet d'Abri Sud basé dans le Gers. Oui. Et donc, du coup, c'est une toiture de piscine. Donc, vous voyez à gauche un dessin de la toiture. Je ne sais pas si des personnes entre vous, vous avez déjà lu des brevets, mais c'est très complexe à lire si vraiment on n'est pas habitué. D'abord, il y a un texte descriptif de l'invention qui est supporté par les dessins, comme vous pouvez voir à gauche. C'est là où vous allez expliquer en quoi votre invention est nouvelle et inventive comparée par les autres toitures de piscine, par exemple par une bâche simple, voilà, la toiture de piscine articulée comporte, voilà, elle peut se ranger plus facilement. Enfin, vous allez expliquer tout ça. Donc voilà, les dessins et ensuite les types de variations possibles. Hein, la toiture peut avoir différentes comment dire, variations. Et ensuite, la partie la plus importante d'un brevet, c'est la partie des revendications. Donc, c'est là où il faut absolument lire en détail ce qui est dit, parce que je peux vous assurer que les mots qui sont dans les revendications sont mûrement réfléchis pour donner la protection la plus large possible au titulaire du brevet. Donc, c'est un peu un langage technico-légal, mais donc, du coup, quand vous pensez contrefaire un brevet, c'est la partie revendication qu'il faudra lire attentivement pour savoir si votre produit tombe dans la portée de la protection du brevet. Donc, vous pouvez aller voir le brevet si ça vous intéresse sur la base de données de l'INPI. Voilà, je prends le relais pour présenter rapidement les marques, donc, qui est le titre de propriété industrielle qui permet de protéger un signe distinctif. Donc, un signe distinctif, c'est quoi? C'est les éléments qui vont permettre à votre entreprise ou à vos produits et prestations de services de se distinguer de ceux des autres entreprises. On parle de signes volontairement parce que c'est le terme le plus large qu'on puisse trouver pour couvrir tout ce qui peut constituer une marque. Et là, je dirais que l'imagination n'a pas de limite. Il n'y a que et le droit non plus d'ailleurs. Éventuellement, la limite, elle est posée par la technique. Parce que cette marque, eh bien, il va falloir ce signe distinctif, il va falloir le représenter, en tout cas pouvoir l'identifier d'une manière ou d'une autre pour pouvoir le déposer et le protéger. Parmi ces signes distinctifs, il y a les éléments les plus courants, je dirais, sont les signes verbaux, que ce soit une dénomination usuelle, un slogan, une lettre, des chiffres, des termes, des néologismes, etc. J'en ai donné on a mis quelques exemples ici. Ça peut être des signes figuratifs, donc figuratifs purs, comme des logos, voilà,
ou des signes complexes qui associent à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux. Vous avez par exemple la vignette qui est complètement à droite, là, de 5 fruits et légumes par jour, qui combine tout un tas d'éléments graphiques. Et ça peut être une couleur unique, comme la petite vignette qui est complètement à gauche de l'écran, qui est en fait un rose d'un pantone particulier qui a été déposé par Candia pour les produits laitiers. Ça peut être aussi la forme du produit ou de son conditionnement. Donc, on peut avoir des marques tridimensionnelles. La forme du produit, eh bien, par exemple, ça pourrait être la tablette de Toblerone, qui est bien connue, qui a fait l'objet d'un dépôt de marque. Ou bien là, la forme du conditionnement, eh bien, un flacon de parfum, une bouteille, que sais-je, on peut imaginer plein de choses. Et puis, à côté de ces signes, je dirais, assez usuels, finalement, on a d'autres signes qui peuvent être protégés à titre de marque. On appelle ça des marques non traditionnelles, comme par exemple des signes sonores. Donc, on peut imaginer un jingle, le jingle d'une radio, ou bien il y a toute une jurisprudence assez importante sur le signal sonore qui est émis lorsqu'on ouvre Netflix, par exemple. Ça fait pléthore de décisions de justice à ce sujet. On peut déposer un hologramme, on peut déposer, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Encore une fois, il n'y a que la technique aujourd'hui qui peut éventuellement mettre un point d'arrêt, enfin, une technique associée aux exigences juridiques qui peut mettre un point d'arrêt. On a beaucoup de jurisprudence, par exemple, sur les marques gustatives ou sur les marques olfactives, avec voilà, quelques déboires pour certains déposants, mais en théorie, ça peut constituer une marque. Les conditions de validité, je passe assez rapidement dessus, simplement pour les énoncer. Donc, la marque doit être distinctive, c'est-à-dire que le signe que vous avez choisi doit être complètement arbitraire par rapport aux produits et services qui sont visés. Une marque, c'est quoi? C'est un signe associé à des produits ou des prestations de services. Je ne peux pas déposer la marque Astro, enfin le signe Astro, pour désigner des services d'astrologie. Je ne peux pas déposer la marque, le signe orange, enfin la dénomination orange, pour viser des fruits et légumes. Je peux tout à fait déposer la marque orange pour viser des services de téléphonie. C'est arbitraire, orange, par rapport aux services de téléphonie. Donc voilà l'idée de cette condition. Ensuite, la marque doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas heurter un certain nombre de conditions qui sont posées par les différents États, et notamment se pose la question de l'utilisation des emblèmes des États, des différents États et d'autres organisations pour constituer la marque ou à l'intérieur d'une marque, avec éventuellement d'autres éléments. Donc, il y a plein de décisions, par exemple, de justice sur l'utilisation des drapeaux bleu, blanc, rouge au sein d'une marque, et est-ce que c'est une marque licite ou pas. La marque, enfin, doit être disponible. Donc ça, c'est un élément important. La distinctivité, la licéité sont des conditions qui sont examinées par l'Office de propriété industrielle, par l'INPI. C'est comme ça dans quasiment tous les pays. La disponibilité n'est généralement pas examinée par l'Office, sauf dans certains pays, mais en tout cas, elle ne l'est pas ni en France ni dans l'Union européenne. Elle n'est pas examinée, donc c'est à vous de vous poser la question quand vous déposez une marque, de vous poser la question de savoir si elle est disponible. Disponible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas des droits antérieurs, et notamment une marque antérieure qui aurait été déposée par un tiers et qui pourrait s'opposer à cette disponibilité. Si vous allez demain déposer la marque Coca-Cola pour des boissons gazeuses à l'INPI, l'INPI ne va pas la refuser. Alors, si vous avez affaire à un personnel de l'INPI, par exemple à la délégation de Toulouse, on va quand même vous dire attention, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, ils n'ont pas le pouvoir de s'y opposer. Donc, si Coca-Cola ne réagit pas, eh bien, vous pourriez très bien vous retrouver dans quelques mois avec une marque Coca-Cola pour des boissons gazeuses au nom de l'entreprise X. Voilà.
Bon, il y a de fortes chances que ça ne dure pas très longtemps parce que, bien évidemment, Coca-Cola a mis en place, et c'est le réflexe que doit avoir tout titulaire de marque, des surveillances qui vont lui permettre d'attirer son attention sur le fait que vous tentez de déposer une marque Coca-Cola, et Coca-Cola va réagir, notamment par le biais de la procédure d'opposition qui a lieu au cours de la procédure d'examen devant l'Office. Mais encore une fois, en aucun cas, l'Office ne va examiner cet aspect de disponibilité. Concrètement, une marque, eh bien, il y a des formalités de dépôt, là aussi, une procédure d'examen. Il faut compter à peu près 4 à 5 mois pour obtenir une marque, si tout va bien, hein, s'il n'y a pas d'opposition, si le dépôt est correct. En France, à compter du dépôt, bien évidemment, la protection court à compter du dépôt et pas des 4 ou 5 mois que ça aura pris. Une marque est valable 10 ans et c'est renouvelable indéfiniment. Donc ça, c'est important. Encore une fois, on parlait de valorisation tout à l'heure pour l'entreprise. C'est important de savoir que quand vous déposez votre marque, eh bien, si c'est vraiment la marque définitive, hein, si vous n'en changez pas ultérieurement, eh bien, cette marque va pouvoir suivre l'ancienneté de l'entreprise et la suivre comme ça pendant des centaines d'années. Même principe que pour les brevets, vous déposez, alors il n'y a pas cette exigence de défense nationale dont Marine parlait tout à l'heure pour les marques, hein, mais on dépose, généralement on fait un dépôt de base en France, en tout cas dans le pays dans lequel on dépend, et ensuite on utilise l'une des voies qui est ouverte, nationale, régionale et notamment européenne ou internationale, pour étendre à l'étranger, de préférence dans le délai de priorité. Pour les brevets, il est d'1 an, pour les marques, il est de 6 mois. Donc, quand vous faites votre dépôt en France, vous avez en gros 6 mois pour vous poser la question de savoir dans quel pays vous avez un marché, dans quel pays vous allez avoir besoin de vous protéger également sur le signe distinctif que vous avez choisi, et de choisir en collaboration avec votre conseil en marque, eh bien, la meilleure des options selon certains critères qui sont évidemment des critères financiers, mais aussi des critères juridiques, de disponibilité, enfin, voilà, par rapport aux recherches d'antériorité qu'on aura fait dans ces pays-là, et puis aussi des critères économiques, je dirais, commerciaux pour vous, qui correspondent évidemment au marché d'intérêt et éventuellement à la situation de vos concurrents. Je te laisse reprendre le relais, Marine. Alors, dessin et modèle, c'est un droit de la propriété intellectuelle méconnu par les entreprises. Et pourtant, il a quand même pas mal d'avantages. Notamment, il est moins coûteux comme brevet, par exemple, mais il ne protège pas pour la même chose. Je vais vous expliquer cela. Il est moins coûteux, il a une procédure d'examen très légère. Et il peut potentiellement être un plan B sur un brevet. Par exemple, voilà, vous avez donc toujours cette canne à pêche, hein, vous n'avez pas pu, vous voyez par le rapport de recherche, tout ça, que apparemment la canne à pêche, elle risque de ne pas être brevetable. Donc, vous abandonnez le brevet et vous cherchez une autre solution pour la protéger. Par exemple, cette canne à pêche, elle a un look assez particulier, elle a une forme particulière parce qu'elle a un trépied inclus dans la tige, en fait, pour poser la canne à pêche et aller voir ailleurs le temps que le poisson mord. Et donc, voilà, elle a 3 pieds, finalement, elle a une tige et 2 pieds repliables sur la tige. Je ne sais pas si vous avez l'image. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle ressemble pas forcément à une canne à pêche avec juste une tige. Et donc, le dessin modèle va rentrer en jeu parce que voilà, vous allez pouvoir protéger la forme de la canne à pêche. Et donc, vous allez, puisque le dessin modèle protège seulement l'apparence du produit et pas la fonctionnalité, comparé au brevet qui protège les caractéristiques techniques. Donc, pardon. Du coup, le dessin modèle protège juste la forme du produit. Et donc, vous pouvez arrêter un contrefacteur qui produit la canne à pêche à trépied identique ou similaire avec un autre trépied, par exemple, je ne sais pas, par le biais de votre dessin modèle. Donc voilà, il faut bien se mettre en tête la différence entre le brevet et le dessin modèle.
Alors là, je vous ai mis des exemples de dessins modèles. Vous voyez à droite le verre Coca-Cola Bacardi. Je n'ai pas pu mettre toutes les reproductions graphiques, mais voilà, Coca-Cola s'est protégé sur la forme de son verre, la forme d'un fer à repasser. Vous avez une chaise assez différente des chaises qu'on peut voir tous les jours. Vous avez aussi un dessin modèle pour un motif d'ornement. Donc, je ne sais pas, pour des rideaux, des serviettes de table, voilà, le titulaire a déposé ce dessin spécifique. Et aussi, le dessin modèle peut être déposé pour des logos. Voilà, en combinaison avec une marque, par exemple, une marque qui a été refusée pour ce logo, par exemple, il peut aussi avoir recours au plan B par un dessin modèle. Alors, les conditions de protection, mais toujours, on retrouve la nouveauté. Est-ce qu'il existe d'autres cannes à pêche qui a cette forme, qui sont déjà en vente, qui sont dans des documents qu'on a divulgués oralement? Donc, voilà, caractère la condition de nouveauté, puis le caractère propre. Donc, vous avez vu la chaise, elle a une impression visuelle différente d'une chaise je sais pas, de cuisine, de salon normal, puisqu'elle a du verre, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a vu ça nulle part ailleurs, et donc ce dessin peut bénéficier d'un enregistrement. Carly, ouais. Donc voilà, pour essayer d'aller vite, il y a des formalités de dépôt à respecter avec des paiements de redevances, il faut déposer les représentations graphiques de votre dessin modèle. Puis comme je vous l'ai dit, il y a une procédure d'examen sommaire, c'est-à-dire que l'INPI va regarder si les formalités sont respectées, si les redevances, si vous avez payé toutes les redevances, mais ne va pas examiner si vraiment le dessin modèle est valide. Il y aura un examen sur la validité du dessin modèle seulement si en fait votre compétiteur va attaquer votre dessin modèle. Il a une validité de 5 ans renouvelable 4 fois, donc jusqu'à 25 ans, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut vraiment vous valoir un droit sur plusieurs années. Et puis, comme les marques ou les brevets, c'est possible d'étendre à l'étranger par la voie européenne, nationale ou internationale. Et le droit de priorité est comme les marques. Vous avez 6 mois pour étendre à l'étranger. Ah oui, un point sur le Brexit. Alors, vous avez certainement entendu parler de cela, bien que le Covid a un peu caché, comment dire, il s'est laissé oublier en faveur du Covid. Donc, à partir du 1er janvier 2021, les marques et dessins modèles européens ne pourront pas vous protéger au Royaume-Uni. Donc, c'est ça qui change avec le Brexit, sachant que les brevets ne sont pas du tout affectés par le Brexit, c'est seulement les marques et dessins modèles. Cela veut dire que, voilà, à partir du 1er janvier, si votre marché est en Europe et au Royaume-Uni, il va falloir déposer une marque au Royaume-Uni et en Europe. Donc, ça sera 2 droits séparés qui devront être renouvelés séparés. Donc, vous devez payer les frais officiels séparément. Et il faut savoir que si vous détenez déjà une marque européenne qui a été enregistrée avant le 31 décembre 2020, vous avez sûrement un clone au Royaume-Uni qui vous attend, une marque au Royaume-Uni identique à votre marque européenne, mais avec la date de votre marque européenne et donc qui est valide au Royaume-Uni. En revanche, si vous avez déposé, je ne sais pas, en novembre 2020, une marque européenne et elle n'était toujours pas enregistrée avant le 31 décembre, là, par contre, si le Royaume-Uni est intéressant pour vous, il faut redéposer au Royaume-Uni cette marque avant septembre 2021 pour pouvoir bénéficier de la date de votre marque européenne que vous avez déposée en novembre. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, je suis à disposition si jamais vous avez des questions sur ça. Voilà, donc le Brexit n'affecte pas que la pêche, l'agriculture ou le système médical, il affecte aussi la propriété intellectuelle. Je crois on est déjà très en retard, donc je propose de passer rapidement sur la suite. On avait prévu de faire un petit topo sur le droit d'auteur, juste rapidement pour dire que je vais encore plus écourter. Pour dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il naît du seul fait de la création. Donc, il n'y a pas de formalité nécessaire pour que le droit d'auteur existe.
Mais du coup, en contrepartie, il n'y a pas de preuve non plus qu'il existe et à qui il appartient. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure au départ, de bien se constituer des moyens de preuve. C'est encore plus essentiel ici pour le droit d'auteur. Mon fameux tableau que j'ai peint dans mon garage, eh bien, voilà, si je le mets comme ça dans le commerce sans le signer et sans avoir pris la peine de prouver que c'était moi qui l'avais réalisé, aujourd'hui, personne ne le saura. Et, voilà. Et si je suis copiée, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Le droit d'auteur, pour ce qui concerne le lien avec la propriété industrielle, c'est essentiellement, Marine en a parlé tout à l'heure, pour les logiciels. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose à retenir. C'est un droit très utile pour ce qui concerne la protection d'un certain nombre de choses, et notamment des logiciels. Et puis aussi, à titre cumulatif, si ça se dit, pour les créations ornementales. Donc, on a le dessin et modèle, la protection par le biais du dessin et modèle, et donc le dépôt de dessin et modèle d'un côté. Il ne faut pas perdre de vue que ça peut aussi être protégé par le droit d'auteur. On a une conception très large, notamment en France, de la notion d'œuvre de l'esprit qui donne lieu à la protection par le droit d'auteur. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, on est déjà très en retard. On avait prévu un petit récapitulatif. De toute façon, vous aurez accès à la présentation, donc vous pourrez regarder un petit récapitulatif juste pour rappeler les conditions de protection et les durées. Oui, justement, justement, c'est important. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur la territorialité. Vous avez raison. Les conditions d'enregistrement de brevets et de dessin et modèle, c'est la nouveauté partout dans le monde. Mais quand vous déposez un brevet en France, vous êtes seulement protégé en France. Donc, le droit du brevet, le droit du dessin modèle est territorial. Il la marque aussi d'ailleurs. Hein. Donc, vous ne pouvez pas dire à un concurrent aux États-Unis stoppez tout, vous contrefaites mon brevet. On dit ça, hein, contrefaites mon brevet. Si vous n'avez pas de brevet aux États-Unis, voilà. Donc, le principe de territorialité s'applique. Donc voilà, quand vous avez des droits enregistrés, vous pouvez stopper votre concurrent à produire les mêmes cannes à pêche ou des cannes à pêche similaires sans autorisation de votre part. En revanche, vous pouvez leur proposer des licences pour qu'ils vous payent un droit si c'est intéressant pour vous. Si c'est vraiment un concurrent agressif, vous n'avez pas envie qu'ils produisent forcément les mêmes produits sur votre marché. Donc voilà, c'est pareil, c'est une décision stratégique commerciale. Et donc voilà, s'il n'arrête pas le contrefacteur, vous pouvez le saisir en action en contrefaçon dans les tribunaux. Et donc, il y a deux voies, civile et pénale, que vous pouvez choisir. La première, la civile, vous pouvez avoir des dommages et intérêts, une interdiction évidemment de produire encore le produit et confisquer les biens qui servent à produire la canne à pêche, par exemple. Et vous pouvez aussi agir en tribunaux pénaux, où vous pouvez faire... où le contrefacteur va avoir une amende généralement très salée et une peine d'emprisonnement. Donc voilà, c'est à vous de choisir quel biais vous voulez, quelle voie vous voulez choisir. J'ai vu qu'il y avait une question. Ah, alors pourquoi je ne veux plus? Oui, il y avait une question autour justement la notion de coût du dépôt en France. Oui, alors sur les coûts, en fait, il faut tenir compte du fait que quand vous allez déposer un titre de propriété industrielle, il va y avoir des taxes officielles à acquitter, donc auprès de l'office, en fonction du territoire sur lequel vous protégez. Et il y a d'autre part, si vous faites appel à un conseil en propriété industrielle pour vous assister dans ces démarches, ce qui évidemment nous recommandons vivement, il y a les honoraires du conseil. Et donc, ça va dépendre de la formalité, de la formalité que vous demandez et surtout du travail qui est lié en amont et ensuite en aval à tout cela. Concrètement, pour une marque, parce que je crois que la question concernait les marques, il faut la marque française.
Les taxes officielles, elles sont de l'ordre, je crois, de 250 €, quelque chose comme ça, pour un dépôt dans une classe de produits et services, c'est-à-dire pour une catégorie de produits ou de services, et avec des frais enfin, si vous passez par un conseil en propriété industrielle pour faire le dépôt, donc le conseil il va préparer le libellé des produits et services, je dirais aux petits oignons. Il va vous préparer ça en fonction de ce que vous faites exactement pour activité. Alors, c'est sûr, si vous vendez des chaussures, c'est pas très compliqué de faire un libellé. On va vous préciser que ce sont des chaussures. Mais il y a parfois des situations où voilà, c'est un peu plus complexe d'élaborer le libellé de produits et services. Il va vous recommander aussi, vous conseiller sur le choix de la marque à déposer, figurative, verbale, etc. Il va suivre le dossier pendant toute la procédure d'examen. Et ensuite, pendant les 10 ans qui suivent, vous vous rappelez les différentes échéances du droit de priorité au bout de 6 mois et du renouvellement au bout de 10 ans. Et pour ce qui nous concerne, nous, alors après, chaque cabinet de conseil de propriété industrielle établit ses tarifs, hein, mais ça fait un total, taxe comprise, d'environ 600 € pour donc une marque française dans une classe pour 10 ans, en gros. Voilà. Voilà. Après, voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que quand les entreprises déposent ou les personnes individuelles déposent leur marque, la seule chose, quand elle est enregistrée, la seule chose à se rappeler, c'est que dans 10 ans, il faut la renouveler. Des fois, les gens déménagent pendant ces 10 ans. Et donc, ils ont une adresse qui est obsolète finalement, et l'INPI va envoyer du courrier pour rappeler, attention, dans 6 mois, il faut renouveler votre marque. Et finalement, ils ne vont pas trouver la personne qui a déposé la marque puisqu'elle a déménagé et elle n'a pas pensé, elle a pensé à changer de banque, l'adresse de la banque, l'EDF, mais pas l'INPI. Et donc, c'est vrai que le conseil en propriété intellectuelle s'ils n'ont pas la bonne adresse, ils vont faire tout, mettre tout, comment dire, faire en sorte de vous retrouver, en fait, finalement, pour vraiment avoir vos instructions pour renouveler votre marque et pas l'abandonner. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Juste pendant que je vois qu'il n'y en a pas d'autres, a priori, je voulais juste vous présenter les petits exemples qu'on avait souhaité vous présenter, juste pour montrer que c'est du très concret, la propriété intellectuelle. Ça, c'est un conflit qui a eu lieu il y a plusieurs années entre un cabaret qui s'était installé dans la région toulousaine, qui avait souhaité adopter comme nom commercial, donc elle n'avait pas déposé de marque, hein, mais elle souhaitait adopter comme nom commercial la dénomination Crazy Moon Palace. Avait réservé aussi un nom de domaine donc, qui contenait ces termes Crazy Moon. Et en fait, assez rapidement, ils se sont heurtés à une réclamation de la part de la société qui est titulaire de la marque Crazy Horse, donc cabaret parisien bien connu. Et ça a impliqué une obligation pour le cabaret toulousain, enfin la région toulousaine, c'était pas Toulouse même, de changer de dénomination pour finalement adopter celle que vous voyez là, c'est Moon Palace, suite aux réclamations du Crazy Horse. Alors, c'est quelque chose d'important à retenir parce que ça paraît un peu anecdotique comme ça, mais quand vous adoptez une dénomination, il faut faire des recherches d'antériorité avant. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même vivement recommandé, justement notamment pour éviter ça, parce que les changements qui doivent intervenir après en cas de réclamation peuvent être catastrophiques pour une entreprise, non seulement sur le plan financier, parce que ça peut se résoudre avec des simples lettres, des échanges de lettres, mais parfois c'est devant les tribunaux. Donc voilà, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis sur un plan commercial aussi, parce que ça peut arriver très tôt dans le début de l'activité de l'entreprise, mais ça peut arriver aussi beaucoup plus tard. Et quand on a réussi à se faire une clientèle sous une dénomination ou à commercialiser un produit sous une dénomination et puis qu'au bout de quelques années, il faut en changer parce qu'on n'avait pas fait des recherches d'antériorité correctes avant, ça peut être catastrophique pour l'entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose à bien retenir.
Le second exemple, c'est un conflit en matière de dessin et modèle. Alors je ne sais pas, c'est bientôt l'heure de manger, peut-être que ça va mettre l'eau à la bouche. Donc c'est simplement, c'est anecdotique, hein, mais c'est pour vous montrer que, alors en haut, vous avez un dépôt de dessin et modèle qui avait été effectué par une entreprise. Et il y a eu une action engagée, alors, le dépôt de dessin et modèle devant l'Office de l'Union européenne. Donc, c'était un dépôt de dessin et modèle communautaire. Et une action a été engagée devant ce même office de l'Union européenne par le titulaire de la marque internationale qui est en bas, qui a agi en nullité du dessin et modèle. Et l'Office de l'Union européenne a dit ce modèle n'est pas nul, enfin, l'antériorité qui est avancée par la représentation de la marque internationale en bas ne remet pas en cause la validité du dessin et modèle communautaire en haut sur le plan de la nullité, de la nouveauté, pardon, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences. Donc, celui du dessus est nouveau par rapport à la représentation du dessous parce qu'il y a des différences. Par contre, sur le critère du caractère propre, le dessin et modèle a été considéré comme nul parce que l'Office a considéré que ce qu'on voyait au-dessus ne se distinguait pas suffisamment de ce qu'on voit en dessous par rapport au marché habituel de ce type de produit. Est-ce que le consommateur, je dirais, usuel a l'habitude de voir. Donc voilà, c'était juste simplement des petits exemples. Si vous avez des questions, même si on a un peu débordé, on peut tout à fait rester avec Marine pour y répondre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses. On sera ravis d'y répondre. Dans l'intervalle, juste pour vous dire que vous avez sur la présentation, alors je crois que ça va être enregistré, Laura. Oui, c'est enregistré. Et il y aura le replay qui sera envoyé, je pense, d'ici le début de semaine prochaine. Voilà, donc vous aurez accès à ça, vous aurez aussi accès à la présentation. Donc si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez notre adresse email commune. Je regarde, je crois qu'il y a une question. Alors, c'est sur la confusion entre Crazy Horse et Crazy Moon. Alors, ça s'explique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les... Excusez-moi, je suis encore coincée. Dans les détails vraiment de la législation, parce que ça serait assez long. Mais quand vous déposez une marque, vous êtes protégé contre la reproduction de cette marque, c'est-à-dire que vous pouvez réagir si on reproduit votre marque à l'identique pour les mêmes produits et services, et pour le même signe, mais vous êtes protégé aussi contre l'imitation, c'est-à-dire le fait pour un tiers, sans votre autorisation, d'utiliser un signe similaire pour des produits et services identiques ou similaires. C'est un peu comme si, par exemple, vous avez votre terrain. Imaginez votre terrain. Je ne peux pas faire un dessin, je suis un peu frustrée parce que j'aime bien faire des petits crobards. J'explique quelque chose, mais vous avez votre terrain qui est borné. Voilà, donc vous pouvez interdire aux gens de rentrer sur votre terrain à l'intérieur de ces barrières, mais vous avez aussi une surface de protection qui serait de quelques mètres tout autour de ce terrain. Ça, c'est la protection contre la similitude, donc contre l'imitation dont je parlais tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, la marque Crazy Moon Palace, enfin la dénomination Crazy Moon Palace n'est pas strictement identique à la marque Crazy Horse, mais il a été estimé qu'elle présentait des ressemblances suffisantes pour qu'il puisse y avoir un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui pourrait penser qu'il y a un lien éventuellement économique entre ce cabaret toulousain et le cabaret parisien, du fait de la présence du terme notamment crazy, qui est, lui, parfaitement distinctif visé. Et donc, il a été considéré qu'il pouvait y avoir, on était en présence d'une imitation de la marque antérieure Crazy Horse. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il y a une question dans le chat par rapport au logiciel. C'est vrai que c'est un peu compliqué et souvent mécompris. Un logiciel
juste le code qui n'a pas, comment dire, voilà, en fait, c'est vrai que l'effet technique, c'est un critère assez compliqué à comprendre, mais c'est le fait que le logiciel donne à un ordinateur, à une machine, un effet technique, donc donne un ordre de faire quelque chose. Donc, il faut vraiment, mais physique, enfin, c'est-à-dire que voilà, la machine a imprimé, c'est grâce au logiciel que la machine peut imprimer. Donc, si vous allez enfin, quoi dire, donner un ordre comme ça avec votre logiciel, vous pouvez prétendre à un brevet. Évidemment, en ayant satisfait les conditions de brevetabilité. En revanche, si le logiciel est juste un code qui fait que qui est plutôt, comment dire, ergonomique, qui fait une page, comment dire, enfin voilà, qui n'a pas d'effet technique, qui ne va pas faire, qui va pas commander une machine à faire quelque chose, ça sera protégé par les droits d'auteur. Voilà. Peut-être juste, moi qui ne suis pas scientifique, Oui. j'avais compris cette notion-là, simplement en se disant que ce n'est pas le logiciel en lui-même qui est effectivement protégeable, mais que c'est l'invention qui est mise en œuvre par ordinateur, et que c'est bien cette solution technique à apporter un problème technique qu'on va protéger, et pas l'outil qui permet de répondre à cette solution technique. Voilà. Moi, je me permets juste de compléter ça, Marine, parce qu'encore une fois, comme je ne suis pas Je pense scientifique que et tu es que plus clair que moi. j'avais à peu près Tu es capté plus en parlant littéraire, comme tu ça. t'expliques mieux que moi. Est-ce Vous que... voyez la complémentarité que nous avons, une scientifique, voilà, plus tout à littéraire. fait. Voilà. Ça doit être un tout. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Là, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Après voilà, c'est difficile sur parler d'un cas général. Ça n'a pas un cas ouais. Oui, c'est ça. Il faudrait pouvoir avoir... Enfin, je veux dire, la question se pose pour chaque création. Là, en l'occurrence, chaque invention mise en œuvre par ordinateur, eh bien, il devra y avoir une analyse pour pouvoir vous dire si elle est protégeable ou pas au titre du brevet et s'il y a d'autres solutions ou pas. Mais voilà, pour les marques et les dessins modèles, c'est pareil. Sans le cas particulier, là, on voit bien Crazy Moon, Palace, Crazy Horse, on se pose la question. On peut répondre par rapport à un cas particulier, mais d'une manière générale, je ne pourrais pas, par exemple, vous dire qu'à chaque fois que vous allez reprendre un mot dans une marque, vous allez être contrefacteur, parce que ce n'est pas vrai. Par contre, là, en l'occurrence, le fait de reprendre le terme crazy, oui. Voilà. Une autre question? Pas pour l'instant. Non. Dans tous les cas, oui, évidemment, après la présentation, vous êtes libre de venir discuter avec nous, nous envoyer des emails et on serait ravis de répondre plus à vos questions dans les cas particuliers, dans votre situation personnelle. Voilà. Alors, vous avez notre numéro de téléphone, si je ne m'abuse, il est sur la page d'accueil, non? Oui, la première. Là, voilà. Donc, l'adresse email et le numéro de téléphone, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois pas d'autres questions, donc peut-être on peut libérer. Oui, on peut. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, il y aura le replay. On mettra aussi vos contacts, justement, avec l'envoi et la présentation. Comme ça, les personnes pourront contacter directement. Très bien. Oui. Merci à tous, toutes et tous de votre attention. J'espère qu'on aura éclairé quelques aspects. En tout cas, réussi à vous faire poser les bonnes questions. Super. On est aussi disponible à Multibureau Toulouse, puisque c'est Multibureau en général qui l'organise, mais nous sommes basés donc à Toulouse, donc autour d'un café, si vous avez des questions. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup. En tout cas, et bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.